Alors, Bouddha, certainement, on a des élèves qui vont aller composer des examens de fin d'année. Mais souvent, et ça c'est un constat, les gens attendent 2 semaines avant l'examen pour entrer en stage bloqué. Et ne dorment même plus. Pas du tout. Nous-mêmes, on a fait ça. Et heureusement que tu es là ce matin, M. Bakoussé. Est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Bien, merci. Avant de répondre à cette question pertinente, tu me permettras de faire une petite déviation pour saluer l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative qui sont mobilisés actuellement justement pour affronter ces examens de fin d'année. Je pense aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux conseils d'orientation, aux parents et davantage aux élèves, mais qu'on va appeler maintenant les candidats, pour qui d'ailleurs cette émission est dédiée. Je voulais commencer par là pour leur assurer de ce qu'il y a des gens qui sont là pour eux. Donc pas de grève annoncée? Bon, la grève, ça c'est un autre sujet. Ok, très bien. Ça c'est un autre sujet. Mais tout va bien? Tout va bien. Tout se prépare bien? Pour l'instant, tout va bien. Merci, M. Bakoussé. Voilà. Et alors, la question, c'était... Stage bloqué 2 semaines avant un examen. Est-ce que c'est la bonne stratégie? La réponse évidente, elle est non. C'est pas bon. Parce que lorsqu'on fait les choses à la dernière minute, on se met sous pression. Et sous pression, on n'est plus rationnel. On ne réfléchit plus comme il faut. On n'adopte plus la position, les stratégies, les attitudes qu'il faut pour avoir la sérénité qu'il faut et répondre sereinement aux questions qui sont posées au moment venu. Elle n'est pas bonne. Il faut donc commencer longtemps avant. Voilà pourquoi il y a 3 phases pour préparer son examen. Il y a la phase à long terme, depuis la rentrée scolaire. L'enfant apprend au fur et à mesure que l'année scolaire progresse. Ça lui permet d'accumuler progressivement le maximum de connaissances qu'il va mobiliser le jour de l'examen. À quelques mois, disons, après le 2e trimestre, on est à la phase à moyen terme. Il nous reste quelques mois ou quelques semaines. L'enfant doit faire une auto-évaluation. C'est-à-dire, si l'examen se présentait à l'heure actuelle, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas encore, afin d'entamer ce que nous appelons les révisions. Les révisions, donc, ils vont s'appuyer sur les lacunes qu'il a présentement, jusque-là, et ce qu'il sait déjà. Il va donc insister sur ces lacunes en se servant des sujets qui sont passés, des corrections de ces sujets-là, mais aussi de ces leçons pour combler les vides qui pourraient encore subsister entre sa compréhension du sujet, de la correction et de la leçon. Est-ce que ça veut dire, M. Bakoussé, qu'on a finalement 9 mois pour préparer son examen? Effectivement. Et on le dit toujours, un examen se prépare le jour de la rentrée. Le jour même de la rentrée, en se fixant des objectifs clairs, simples et atteignables. Je suis en classe d'examen. BPC, probatoire, baccalauréat, CAP, c'est pas tout le reste. Quel est mon objectif en intégrant la classe de 3e, première, terminale cette année? C'est le premier jour. Mais est-ce que les examens sont le résumé de ce que nous avons étudié pendant toute l'année scolaire? Oui, en principe. Mais c'est pas, il y a des pièges quand même. En principe, oui. Il y a quand même des pièges, il y a des inédits dans les épreuves. C'est peut-être pour cette raison que les élèves s'autorisent 2 semaines de stage bloqué. Non. Le piège, justement, pour aller chercher ailleurs. Le piège, justement, c'est... Le piège arrive à ceux qui ne s'y sont pas pris longtemps avant. Je peux citer quelques-uns de ces pièges-là. Il y a le piège, justement, vous évoquez tout à l'heure le stage bloqué. Il y a ce piège-là. Le stage bloqué, c'est pour celui qui a attendu la dernière minute. C'est un piège. Or, à la dernière minute, il peut ne pas retenir l'essentiel. Vous voyez, non? Ça, c'est un premier piège. Le deuxième piège, justement, c'est ceux-là qui seront tentés d'utiliser des substances, ces substances-là pour rester longtemps éveillés et apprendre le plus longtemps possible, mais sauf qu'il se fait un peu tard. L'autre piège, c'est ceux-là qui vont s'appuyer sur les rumeurs.
ils appellent souvent ça l'eau. Ouais. Généralement, ils se disent, bon, ça là, ça peut venir. Bon, M. Bakoussé, on est tous d'accord qu'à 1 mois de l'examen, on va vous dire que cette année, on va composer en géographie, par exemple. Là, ça relance quand même une autre préparation. On ne va pas se mentir. Bien sûr. Donc là, on peut s'autoriser quelques jours de concentration. Oui, oui, mais sauf que là, c'est une préparation qui est désormais ciblée. Ben oui, si on dit que c'est en physique et pas en chimie, non, par exemple. L'enfance, avant la fin de l'année, l'enfant doit se préparer à affronter tout. Mais maintenant, il y a des épreuves comme histoire, mais le problème, c'est que l'environnement dans lequel nous vivons, M. Bakoussé, parlons-en. Un enfant, il n'y a pas que l'école. Il y a la famille, il y a les difficultés. Oui, on a des enfants qui vont vendre. Oui, il y a cet environnement-là. Donc, si on comprend bien, c'est une mauvaise méthode de laisser un enfant rentrer en stage bloqué 2 semaines avant un examen. Donc, ça intègre aussi ou ça attire l'attention des parents sur les dispositions que les enfants doivent avoir pendant l'année scolaire. Tout à fait. Sur les priorités même qu'on accorde pendant l'année scolaire. Oui. Est-ce que l'éducation de l'enfant est prioritaire au cours de l'année scolaire? Si c'est le cas, le parent devrait pouvoir permettre à l'enfant, en dehors des heures de cours. Non, je ne veux pas parler de ça. En dehors des heures où il peut accompagner les parents dans les tâches domestiques et autres, mais que la priorité soit mise sur son emploi de temps d'études à la maison. Cela lui permet de préparer progressivement son examen pour qu'il n'ait pas besoin de 2 semaines pour un stage bloqué. Oui. Donc, effectivement, l'environnement est important. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là, pour attirer l'attention des parents qu'un enfant qui doit affronter un examen, il faut qu'il ait le temps et l'espace pendant l'année scolaire pour le faire, pour qu'à la fin, il soit psychologiquement, intellectuellement et physiquement prêt. Parce que si vous avez submergé l'enfant de tâches domestiques, vers la fin, là, il est fatigué. Il va se préparer comment? Et même s'il veut se préparer, il n'est pas suffisamment prêt physiquement pour le faire. Et il y a un impact le jour ou pendant l'examen. Monsieur Bakoussé, on va alors dire quoi à Enéo? Ah, qu'est-ce qu'on va dire à Enéo? Parce que là, c'est des facteurs à prendre en compte aussi. Moi, j'ai l'habitude de dire, chacun doit faire sa part. Enéo doit faire sa part pour que nos candidats se préparent dans les bonnes conditions. Mais si Enéo n'arrive pas à faire sa part, est-ce que je vais négliger ma préparation parce que pour accuser Enéo? Non, on ne néglige pas, mais avons-le. Voilà. Si ça a un impact. Non, je veux dire, il y a un impact, mais je veux dire, l'enfant qui est conscient, les parents qui sont conscients que leur enfant doit être dans les conditions qu'il faut intellectuellement pour préparer, pour affronter son examen, même quand il y a des coupures. Mais est-ce qu'un enfant peut bien apprendre dans le noir? Est-ce qu'un enfant peut apprendre dans la chaleur? Même avant que la nuit ne tombe, l'enfant peut avoir un planning adapté pour que... Que l'enfant rentre de l'école à quelle... Non, monsieur Bakoussé, disons des choses, hein, parce que moi, je ne veux pas qu'on le dise. C'est très important, les paramètres que nous évoquons. Imagine qu'un enfant qui rentre des cours à 17h. Il doit d'abord se reposer un tout petit peu. Effectivement. Il doit reprendre des forces avant de repartir pour réviser. Ça ne peut pas se faire entre 17h et 18h. Soyons clairs là-dessus. Donc ici, il est important peut-être d'attirer l'attention des responsables de cette société sur l'impact. Que nous sommes à une phase critique de l'année scolaire et que les enfants ont besoin de toutes les ressources nécessaires pour affronter sereinement leur examen. Mais je dis encore, moi je suis... Non, je ne dis pas qu'un enfant doit rester sans trouver des solutions. Là, on est d'accord. Parce qu'entre eux, il y en a qui... Mais on peut dire comme ça, on pense que c'est les raisons qu'on est en train de trouver pour pas que... Voilà. Mais on leur dit, si ça ne se passe pas comme ils auraient souhaité, ils doivent penser autrement. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce qu'on retient globalement, c'est que un examen en fin d'année se prépare longtemps avant. Et il intègre 3 dimensions capitales. La dimension physique. L'enfant doit maintenir son état de santé de façon idéale, en dormant suffisamment, en consommant équilibré et en faisant une activité
un exercice pour rester. Deuxième dimension, la dimension intellectuelle. On l'évoquait tout à l'heure, révision, et ça se fait depuis la rentrée scolaire. Et dernière dimension, la dimension psychologique. Parce que pendant l'année, l'enfant a vécu des expériences, certaines positives, d'autres négatives, qui peuvent impacter son mental face à l'examen. Il va falloir évacuer progressivement avec l'aide des personnes comme nous autres, évacuer ces expériences négatives-là qui risquent de le bloquer le moment, notamment l'échec, et néo, tout ça, pour qu'il soit dopé psychologiquement pour affronter. Donc voilà, un enfant ne doit pas forcément être au marché toute l'année parce qu'il aide la famille à joindre les deux bouts. Ah non, non. Il faut qu'il y ait une priorité. Il faut qu'il y ait une priorité. Parce qu'après, on va dire que tu es bête comme ton père. Alors que c'est son père même qui est... Pourquoi les papas prennent toujours des balles perdues? Je ne comprends pas. C'est ça. Quand il y a échec, on accuse le père. C'est ça la vie. Tu es bête comme ton père. C'est parce que le père est le modèle, l'exemple à suivre. S'il ne fait pas son travail, l'enfant ira dans tous les sens. C'est le père qui ramène sur le bon chemin. Et les répétiteurs dans tout ça? Les répétiteurs ont un rôle à jouer en fonction des profils des élèves. Il y a des élèves qui, de par leur niveau d'assimilation, ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, étayés. C'est-à-dire on va aller répéter, reprendre ce qu'il a dit au répétiteur. Je n'ai pas bien suivi en classe. Sauf que peut-être on m'a jeté les pierres après, et il y a un moment où la répétition n'est plus efficace. Parce qu'il faut laisser désormais le candidat face à lui-même et se dire, demain je vais affronter la physique, mon répétiteur ne sera pas là pour m'expliquer ci ou ça, il se retrouve seul pour faire le point. Donc c'est pour dire qu'à un certain moment, à la veille de l'examen, vraiment, il faut que le répétiteur laisse le candidat face à lui-même pour qu'il se mette dans la peau qui sera seul. Donc le répétiteur, ce n'est pas à quelques semaines de l'examen. Non, c'est pas bon. C'est le répétiteur qui accompagne l'enfant pendant toute l'année scolaire. Pendant toute l'année. Mais à quelques heures, on laisse l'enfant face à ses peurs, à ses émotions. Ah oui. Et justement, le rôle même du répétiteur, c'est entraîner son protégé à surmonter. À faire face, justement, à toutes ces peurs-là. Mais s'il est là tout le temps, jusqu'à la dernière minute, finalement, l'enfant va se rendre compte que sans le répétiteur, je peux rien. Je peux rien. À un moment, il faut le laisser se battre. La vie, c'est la... C'est la bastonnade. Merci, M. Bakoussé. Merci à Students Mac. Merci. Est-ce que tu accepterais que madame ou un enfant travaille dans une boîte de nuit? Mais toi, tu as toujours des questions. Si je me réfère à mes principes moraux, oui, c'est-à-dire l'éducation de base que j'ai reçue, laisser l'enfant dans un contexte comme celui-là, difficilement j'accepterais. Mais c'est dit qu'il est DJ et il veut travailler en boîte. Mais, oui, j'en viens. Mais si il a des dispositions qu'il peut mettre en exergue, autant pour moi, dans ce milieu-là, et que cela ne le met pas forcément en danger, bien entendu en m'étant rassuré que j'ai mis dans sa tête, son esprit, la notion du bien et du mal, qu'il y va pour faire ce qui est bien. Là, je vais accepter. D'accord. Sauf que tout le monde se retrouve là-bas, sans background qu'il faut, et arrive là-bas, accepte tout. C'est des préjugés, ça? Non, pas forcément. On a des femmes mariées qui travaillent quand même, non? Et elles vont pour un objectif. Oui, et elles sont focus sur cet objectif-là. C'est ça. Oh, il y en a donc qui n'ont pas... se retrouvent là parce que je n'ai rien à faire. Non, non, quand même. On a des serveuses qui sont allées à l'école, qui sont des femmes au foyer, qui sont des mères de famille. Pas chercher là-bas. Oui, c'est ça. Elles travaillent, c'est un travail, non? Oui, bien sûr. C'est ça. Et va là-bas. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup de stigmatisation, là. Parce qu'on dit que quand tu arrives dans un bar, regarde une fille qui n'est pas ton goût. Si à une certaine heure commence à être ton goût, sache que ton niveau est déjà... Tu vois le baromètre, Laissons les filles, parlons de nous les hommes. Quand nous y allons souvent,
Il y en a qui vont parce que... Non, on veut danser. Oui, il veut danser. Mais oui, on danse. Il veut traîner un peu avant d'arriver. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes raisons. Voilà. Mais j'ai dit, si l'enfant, on a été préparé à intégrer un milieu, quoi qu'il vive là-bas, il va tirer son épingle du jeu. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours préparé justement à intégrer certains milieux et puis on fait n'importe quoi. Merci, M. Bakoussé. Bonne fête. Bonne fête. Bon week-end et bonne fête. Merci.